Rencontre avec Nathalie Lefebvre. En tête-à-tête avec les thérapeutes. Bonjour très chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous quantique. On a le grand plaisir de retrouver un animateur très régulier sur cette antenne, c'est Stéphane Drouet. Bonjour Stéphane. Bonjour Nathalie. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Je suis pas, comme je dis souvent, je suis pas à plaindre. Il fait beau. Et puis tu es venu aujourd'hui accompagné d'une rencontre qui a été assez bouleversante pour toi. Exactement. Voilà, donc, je te laisse peut-être nous présenter notre invité du jour, cher Stéphane. Alors c'est mon ami Yves, comme tu dis Yves Rossi, hein, avec en appuyant sur le O. Qui est d'origine corse. Et puis effectivement, alors c'est étonnant de parler d'un ami que je connais depuis on se connaît depuis un peu plus d'un mois maintenant. Alors évidemment, ça peut surprendre, mais vraiment, c'est ce que je ressens à travers cette rencontre, comme si on s'était quitté la veille en fait. Hein, voilà. Donc ça a été assez bouleversifiant, comme dirait l'autre. Puis après, bon, Yves va parler un petit peu de lui, je vais parler à sa place, mais on s'est retrouvés comme si on s'était quitté la veille. Alors on pourrait parler de vie antérieure, mais les vies antérieures, c'est vrai que si on pense quantique, ça n'a pas trop de sens, parce que finalement le temps, il joue plutôt en parallèle, hein, qu'en postérieur ou antérieur. Donc on ne sait pas trop, peut-être que là, dans une dimension parallèle, Yves, je suis en train de le soigner après un combat entre shoguns, je ne sais pas, en tant que geisha, j'en sais rien, mais voilà, ça peut être ça. Bon, je te laisse la parole, Yves. Yves Rossi, bienvenue, on est ravis de te recevoir aujourd'hui. Déjà, grande coïncidence, c'est qu'il s'avère que tu connais mon papa parce que vous avez travaillé chez Air France ensemble, vous avez volé ensemble. Exactement. Donc voilà, c'est marrant comme les reconnexions se font. Oui. Donc toi, tu es toujours dans le monde de l'aviation. Tout à fait, je l'ai jamais quitté en fait. Hein. Tu l'as jamais quitté. Ça, c'est ta carrière depuis toujours, explique-nous. Oui, 25 ans, oui. J'ai commencé par être navigant pendant 13 ans. Et puis ensuite, pour des événements dont on va parler justement, puisque c'est intimement lié à un petit peu mon histoire, j'ai opté pour un poste au sol en fait, pour être plus présent. D'accord. Voilà, pour des raisons familiales. Alors, tu as développé en toi, et tu vas nous l'expliquer, parce que je vais dire, tu as un don de médiumnité, mais je sais que tu m'aurais reprise en me disant, on a tous ce don de médiumnité. Oui, en tout cas, chez toi, c'est extrêmement développé. Raconte-nous un peu ton histoire. Depuis quand est-ce que tu es connecté à cette clairvoyance ? Eh bien, en fait, c'est arrivé par un événement majeur, on va dire, un 31 décembre. J'habitais donc à l'époque en Seine-et-Marne et mes parents étaient montés de Corse pour passer le réveillon avec moi. Nous étions à une soirée où il y avait beaucoup de monde et ma mère avait donc à cette époque-là 63 ans, elle était en pleine forme, une énergie colossale et j'ai regardé ma mère au cours de la soirée et j'ai eu un flash, mais alors terrible. Je savais que ma mère allait mourir très vite et que c'était imminent. Une certitude intérieure que je ne connaissais pas, j'avais jamais eu cet état-là de bouleversement, on va dire. Et c'était à travers quoi ? C'était des sensations ? Une sensation, complètement. Une sensation d'imminence, d'absolu, d'imparable en fait. Et ça m'a tellement choqué physiquement que je suis devenu tout blanc apparemment. Et puis des amis qui étaient avec moi à table m'ont dit mais qu'est-ce que t'as ? T'es tout pâle. Et je leur ai dit écoutez, ma mère va mourir dans pas longtemps, on pourra rien faire. Et là, ils m'ont dit mais écoute, mais qu'est-ce qui t'arrive ? T'es bourré, arrête le champagne. Enfin, on a un peu plus rentré là-dessus. Et là, j'étais très sérieux et ils ont vu à quel point c'était urgent. Je leur ai dit écoutez, on n'en parle plus, mais voilà, c'est ça. Est-ce que toi, tu croyais en cette... Ah, mais c'était même pas... Je crois pas. C'était une fulgurance. Je savais, voilà. Je me suis levé un peu bizarre, je suis allé embrasser ma mère, on a parlé normalement, enfin voilà, et la vie a repris son cours, et 20 jours après, ma mère est décédée brusquement d'un spasme coronarien, elle est morte en une seconde, voilà. Alors, pendant ces 20 jours, entre le 31 décembre et le 20 janvier, j'ai complètement zappé cet événement. C'est sorti complètement de ma tête, je n'y pensais plus. Comme si ça n'avait pas eu lieu, donc je pense que quelque chose en moi le refusait violemment. Et voilà. Et c'est le jour où j'ai appris que ma mère était décédée, j'étais en vol à cette époque-là à Dakar, que là, brusquement, le second coup de gong a eu lieu, et voilà, ça m'a profondément ébranlé. D'une part, évidemment, le fait de perdre sa mère, voilà,
mais aussi tout ce que ça bouleversait dans ma vision de la vie. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Est-ce que j'ai su? Qui m'a dit ça? D'où ça vient? Comment j'ai pu le savoir? Est-ce que ça avait un sens que tu le saches aussi? C'est une question que tu t'es posée. Je pense. Bien sûr. Et même s'il n'y avait aucun moyen d'action et que finalement, peut-être que les êtres à un moment viennent et puis quittent cette terre au moment qui est le plus propice pour eux. Mais... Complètement. C'était tout ça a été mis en perspective de façon brutale, violente, etc. Mais c'était un vrai éveil à accepter ça. À dire que je sais, je ne peux rien faire et c'est comme ça pour tout le monde. Je ne suis pas le seul. C'est permanent. Voilà. Donc au-delà de mon histoire personnelle, de mon lien fils et mère, hein, ça m'a troublé parce que je me suis dit mais c'est permanent cette histoire-là en fait. C'est quelque chose qui est tout le temps à l'œuvre. L'impermanence. Alors là, c'est venu de manière spontanée. Est-ce qu'après, tu as cherché des moyens de développer en fait cette capacité? Il y a eu l'onde de choc, ouais. Hein, et il se trouve que 8 mois plus tard, j'étais sous la douche à 10h du matin. Précisément. Voilà. Et ça allait, hein, je faisais rien de spécial, etc. Sinon de prendre ma douche. Et brusquement, je suis parti dans un état de conscience modifié. Mais alors, ça a été brutal, immédiat. Et je me suis retrouvé, en fait, dans une espèce d'état, on va dire, trinitaire. Il y avait la conscience que j'étais bien dans mon corps, sous la douche, en train... et une part de moi qui était complètement connectée au tout, où j'ai fait une expérience, on va dire, non mentale de l'univers. Après coup, j'ai un peu eu l'impression d'avoir vécu ce que certains vivent dans les NDE, en fait. Je me suis retrouvé dans un espace de vide, et à ce moment-là, j'ai senti une présence. Une présence, mais alors ça a été cellulaire, on va dire. L'état d'amour infini, cette présence me connaissait parfaitement. J'étais dans cette conscience qui sait tout et qui aime tout. En fait, c'était incroyable. Certains appellent ça le logos. Voilà. Je sais pas si c'est ça, mais bon. Et alors, on va dire ma partie consciente savait que je ne resterais pas dans cet état-là. Et si vous voulez, j'ai senti que ce que j'étais, c'était vraiment la conscience à l'interface de ces deux mondes, on va dire. Le monde de mon corps concret, etc., sous la douche, et en même temps de ce tout et de cet infini. Et la conscience, on va dire, qui observait cela, était calme et sereine, était à la fois consciente des inquiétudes de la partie corporelle, on va dire, concrète, et à la fois dans l'extase de cette présence et cette connexion au tout, où ça a été un vrai sentiment de retrouvailles, on va dire. Donc cette expérience, qu'est-ce qu'elle était censée signifier? Alors, un choix que l'on a entre l'incarnation et l'élévation, finalement? En fait, justement pas. Il n'y a pas de choix. Je savais donc intérieurement que cet état ne perdurerait pas parce que je n'étais pas prêt à vivre dans cet état on va dire, d'équilibre entre ces deux mondes. Que j'oscillerais de toute façon, mais que c'était mon processus de vie qu'il fallait que je vive. Hein. Tout ça, je le savais. Alors, ce qui a été le plus curieux, c'est que j'ai une passion dans la vie, c'est le piano. Et à cette époque-là, je travaillais un concerto réputé plutôt très difficile, le concerto de Schumann. Et j'en étais donc à la mise en place des notes. Voilà, je commençais un petit peu le codage dans un certain bout, mais je ne pouvais pas le jouer. Hein. Et je me suis mis au piano. Et là, j'ai joué le concerto de A à Z sans une fausse note, comme si je le connaissais depuis toujours. Et avec encore une fois cette expérience d'être dans la présence de quelque chose qui était... j'avais accès à la connaissance de ce concerto, mon corps le faisait, et j'étais témoin, à la fois dans mon corps et un peu en retrait, de ce qui se tramait. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut appeler ça finalement le canaliser? Est-ce que ça, c'est une forme de canalisation? Oui, bien sûr. Parce que c'est un mot qu'on entend de plus en plus, les gens qui se disent channel, ils sont voilà, le canal de quelque chose. Est-ce que là, tu t'es senti canal de quelque chose? Tout à fait, canal, mais à la fois acteur
celui qui permettait que ça se passe, celui qui avait la chance de ressentir le plaisir de le faire, ça n'est pas neutre du tout. Hein. Voilà, j'ai ressenti que j'étais pas là pour constater quelque chose en disant bah tiens c'est marrant, c'est bizarre ce qui se passe. Non, c'était charnel, physique, concret en fait. Et là ça m'a un petit peu pété la gueule, on va dire. Je me suis dit mais la vie c'est ça en fait. La vie c'est ça, c'est être à la fois le témoin, l'acteur, le permetteur, celui qui en tire des leçons, celui qui de quelque chose qui est plus grand que moi et qui me porte, qui me traverse et mon état de conscience, je me suis dit, permet ou pas une plus grande ouverture à ça en fait. Voilà. Alors, est-ce que dans ton métier de navigant, est-ce que c'est quelque chose dont tu t'es servi? Est-ce que tu ressentais que, je sais pas, à travers le lien avec tes collègues, il y avait quelque chose Oui. Ça m'a donné une faculté, si vous voulez, de me relier à un petit peu à ce qui est profond chez l'autre, directement. Accepter un petit peu la personne, on va dire la personnalité qu'on a tous, hein, parce qu'on en a besoin. C'est pas mal d'avoir une personnalité, au contraire. Mais c'est dans l'épaisseur, on va dire, et la rigidité. La rigidité, voilà. Et donc ça a permis de très très belles rencontres, aussi bien parmi les collègues que dans les pays que j'ai visités, des rencontres incroyables avec des gens, enfin voilà. Où je me suis dit mais c'est beau cet essentiel qu'on a tous là, c'est ça qui est riche, c'est ça qui est vibrant, c'est ça qui est dynamique, qui est bouillonnant. Alors que la personnalité telle si on la réduit à des choses simples, c'est un peu une caricature en fait. Voilà. Et donc je crois que voilà, il faut être souple, apprendre à l'être, hein, c'est pas facile, mais. Alors parce que tu me confiais que c'est vrai que tu observais les gens et t'avais une finesse comme ça de ressenti, de te dire est-ce que cette personne elle est en cohérence, est-ce qu'elle incarne vraiment le bon rôle dans sa vie. Complètement. Voilà. Ça, c'est quelque chose aussi que tu as développé avec le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu poses un regard sur quelqu'un, en quelques secondes, tu ressens la cohérence ou l'incohérence. Complètement. Et sans jugement. Hein. C'est pas de l'ordre du jugement. Hein. Et c'est valable pour moi aussi, hein, parce que je suis aussi le juge et partie de moi-même. Hein. J'ai développé une acuité, on va dire, intérieure, à ma cohérence intérieure. Quand je le suis, quand je le suis plus ou moins, on va dire. Voilà. C'est très agréable parce que il n'y a pas de comparaison avec les autres, je me sens tellement comme les autres, tellement normal, tellement humain, c'est libre, que, on va dire, ça permet d'être tranquille avec les autres et de se dire, voilà, on a nos peurs, nos programmes. Hein. Qu'est-ce que ce serait être cohérent pour vous deux ? Justement, j'y pensais, je te remercie pour la question. Je laisse Yves terminer. La cohérence, j'en ai parlé déjà plusieurs fois, mais là je vais en parler un peu différemment parce que ça fait aussi partie de mon parcours. Ce qu'on peut dire globalement, je l'évoquais tout à l'heure, on en parlait ensemble, c'est que les particules en fait ont un sens de rotation. Elles tournent sur elles-mêmes et en tournant sur elles-mêmes dans le champ, elles forment ce qu'on appelle des spirales ou des vortex. Vortex est plus connu aujourd'hui. Tu imagines que dans le champ, en fait, on a des milliards et des milliards de particules qui tournent sur elles-mêmes, qui interagissent les unes avec les autres, hein, et qui, finalement, représentent ou manifestent un immense vortex. Hein. Le champ quantique, c'est un immense vortex, en fait, hein, qui est en mouvement en permanence. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, si on veut rentrer en interaction avec, justement, l'immensité de la création à travers ce champ, parce que dans le champ, il y a tout, le passé, le présent et le futur, eh bien, ça va nous demander de rentrer, comme vous le dites très justement, en cohérence. Et la cohérence, ce serait d'être capable de générer ce vortex à l'intérieur de nous. Alors moi, je connais ça depuis plusieurs années, on a déjà partagé avec Yves là-dessus. On va le ressentir au niveau du cœur, souvent. Et cet état, c'est un état, en fait, où les 4 dimensions de nous-mêmes, énergétique et informationnelle, qu'on pourrait appeler des champs électromagnétiques par exemple, corporelle, émotionnelle, mentale et intuitive pour le cœur, hein, eh bien elles fonctionnent ensemble, c'est-à-dire qu'elles ont des tracés au niveau spectral, je dirais, en termes d'ondes ondulatoires, qui sont en phase, c'est-à-dire qu'elles sont en résonance. Et à partir du moment où elles sont en résonance, se crée un effet vortexiel, un effet de cohérence, hein, qui crée, je dirais, comme une passerelle
un canal, hein, comme quand on capte via une station, un poste, une station radio, c'est pareil. On pourrait imaginer que la station radio, c'est le champ. Hein, et que en nous-mêmes, on tourne le bouton et à un moment, on atteint ce degré de cohérence qui fait que l'information passe. Et c'est ça le phénomène intuitif, en fait. Hein, c'est être capable de travailler là-dessus tous les jours. Parce que comme le dit très justement Yves, on présente ça souvent comme des super pouvoirs, mais c'est pas du tout le cas. Hein, on a tout ça en nous. Intuition veut dire regarder à l'intérieur. Hein. Le mot intuition, étymologiquement, c'est ça. Et donc, c'est justement, comme tu le dis, c'est regarder à l'intérieur, c'est-à-dire ressentir. C'est ça. Voilà. C'est ça qui prime. C'est-à-dire que ce qu'on peut ressentir quand on se laisse vibrer, comme un instrument de musique, hein, est beaucoup plus riche d'informations que ce qu'on peut penser, en fait. Il y a un potentiel énorme dans ce qu'on peut ressentir. Sauf que la cohérence dont le mental a besoin pour ordonnancer ça et en faire un acte, elle n'est pas présente dans les sensations parce qu'elles n'ont pas de sens au départ. On peut ressentir des choses, mais on va comprendre pourquoi on le ressent uniquement après, une fois que le lien a été fait. Voilà. Donc ça revient un petit peu à faire confiance à des choses que l'on va capter de façon corporelle, sensorielle, on va dire, avec des sens subtils, qui au départ n'ont pas beaucoup de cohérence entre elles. On se dit, tiens, pourquoi je sens ça? C'est ce qui m'arrive. Accepter, faire confiance, et là, il y a quelque chose qui est incroyable qui se passe, c'est qu'il y a une information là-dedans. C'est ça. Ces sensations ont un sens, elles veulent dire quelque chose, et elles se concrétisent dans la réalité de tous les jours. C'est quelque chose qui est permanent, et que je trouve dommage de ne pas développer, c'est-à-dire parce que ça permet vraiment d'aborder la vie de façon beaucoup plus bouillonnante, beaucoup plus riche, beaucoup plus intense. Ça pourrait être comme une aventure, quoi. Tous les jours, on va aller capter des signes. Mais ça peut être pour des choses, c'est vrai, de l'ordre du concret. C'est-à-dire que on peut deviner chaque matin avant d'arriver à l'arrêt de son bus à combien de minutes le bus arrive. Complètement. Voilà, ça peut être un ami peut te dire, écoute, en ce moment, ça c'est un cas qui me touche. Un ami qui veut acheter un moulin, qui me dit, Nathalie, donne-moi un message pour le moulin. Donc moi je le regarde, je dis, j'ai aucun message pour ton moulin. Et puis je vais dans le métro et tout d'un coup, je vois du jaune partout. Et donc je l'appelle, je dis, je crois que je vois du jaune pour ton moulin. Bon, il avait visité un moulin qui avait des volets jaunes. Donc... voilà. Mais c'est vrai que ça peut être à travers des petits jeux comme ça au début, de manière très ludique. Ça, absolument, complètement. C'est quelque chose... un champ d'expérience génial, c'est la circulation dans Paris. Voilà, quand on apprend à s'écouter, il y a quelque chose qui vous dit... Ton GPS intérieur. Par là. Ouais, complètement, mais c'est du concret. Hein. Ouais. Alors, je m'amuse, moi, le plus souvent à l'écouter, bien sûr. Je ne suis pas complètement maso. Et parfois, je ne l'écoute pas, pour X raisons. Et c'est systématique. Je me dis, voilà, tu as voulu voir, tu vois, etc. Et c'est pour tout. Hein, c'est même dans mon travail, il m'arrive parfois de sentir que un vol ne va pas partir. Ou bien que l'avion est en panne. C'est arrivé l'autre soir, ça a fait rire des collègues. Et si tu sens un crash, comment on fait? Ouf. J'espère jamais ressentir ça. C'est délicat, ouais. J'espère jamais ressentir ça. Oui, mais tu peux ressentir, comme tu le partages souvent, des deuils qui sont à venir, ou des situations un peu douloureuses et chaotiques. Et là, moi, c'est mon éthique à moi. Après, on en parle souvent, mais on n'est pas autorisé forcément à dire ces choses-là, uniquement avec l'accord de la personne, si elle pose la question, et encore. Oui, puisqu'il se trouve qu'après tous ces événements que j'ai vécus, donc je me suis mis à faire ce qu'on appelle des consultations, à recevoir des gens, etc. Et j'ai vécu des choses assez incroyables, on va dire, liées beaucoup à la mort, au décès, puisque je pense que j'ai été un peu marqué par ce qui m'était arrivé, donc fatalement j'ai attiré ce genre de personnes-là, puisqu'on était en phase. J'ai eu le cas notamment d'un homme qui était veuf, et qui vivait un deuil très douloureux, et que j'ai reçu. Et dès qu'il s'est assis, j'ai eu toute une série de flashs, d'images intérieures, où je le voyais se coucher, occupant tout le temps la partie droite de son lit, et le soir avant de se coucher, il sortait des vêtements, un vêtement de sa femme, qui l'allongeait à côté de lui, comme si elle était présente. Je ne l'avais jamais vu, ce monsieur, et je lui ai dit ça tout de suite. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, il faut arrêter, là.
je sentais sa femme qui était là, c'était vraiment... je sentais tout l'amour qu'elle avait pour lui, en fait. J'en étais juste le canal, mais c'était bouleversant. J'avais les larmes aux yeux. Et le message a été clair. C'était tellement précis, tellement intime. C'était presque un viol. Hein. J'étais assez mal à l'aise au départ de dire ça, mais je sentais que cette urgence de le dire, et je lui ai dit. J'ai dit, écoutez, voilà, arrêtez. Votre femme est là, elle est sur notre plan, bien sûr, mais... il faut la laisser partir. Il faut la laisser parce que elle vous voit, elle sait, elle me dit ce que vous faites, parce que sinon je ne pourrais pas le voir. Et cet homme-là, éclatant sanglots, il s'est jeté dans mes bras, enfin, ça a été 5 minutes de larmes, et c'est un homme qui s'est métamorphosé grâce à ça. Ça a été un déclic pour lui, où il a eu la certitude, grâce à ce détail de sa vie qui était si vrai, voilà. Et en même temps, s'il est face à toi, c'est qu'il te donne la permission. C'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, quand on capte des choses pour les autres, je crois que l'autre doit évidemment, avant tout, avoir posé une question. On ne donne pas une réponse à quelqu'un qui n'a pas posé de question. Surtout pas. Ça, c'est une grande règle d'éthique aussi. Mais en plus, c'est une façon c'est invivable. Hein, si je vivais H24, branché sur les réalités de Pierre-Paul Jacques et des autres, je deviendrais dingue. Je pense que ma structure psychique ne le supporterait pas. Ouais. Et puis j'ai pas envie de vivre comme ça, je suis un homme normal et je vis comme tout le monde. Oui, il y a des fois t'as juste envie de raccrocher et puis... Complètement, voilà. Et... Donc t'arrives à trouver ce juste milieu, cet équilibre instable. Oui, complètement. En fait, c'est pas un équilibre, hein, c'est un point où tout est large en fait. Voilà, le spectre est ouvert des deux côtés. Et je sens quand je suis là. Et puis il m'arrive parfois de basculer vraiment cerveau gauche, à être dans la stratégie, essayer, qu'est-ce que je fais, et pourquoi, et si je fais ci, et si je fais ça. Très vite, il y a le petit cordon de rappel qui me dit, oh, dis donc, remets-toi là où t'es bien. Et les situations se débloquent toujours comme ça. C'est ça qui est incroyable. C'est important ce que tu dis parce que je pense que on sent, moi j'ai connu ça ces dernières années, on sent effectivement là où on est exactement de la dimension émotionnelle, intuitive ou mentale à travers les sensations corporelles. Complètement. C'est pas du tout le même ressenti au niveau du corps. Hein. Moi j'aime bien cette image du bambou creux. Oui. Il y a cette idée du non-agir et du non-vouloir, où l'information, elle passe entre le champ et nous, entre peut-être deux stations radio qui seraient la personne qui est face à nous, avec ces informations dans le champ, hein, comme une mémoire. Parce que je dis souvent, en fait, la réalité, c'est une mémoire. Bien sûr. Parce que tu sais, on a déjà évoqué ça, Nathalie. En fait, on a 60 000 pensées à peu près par jour. Hein. 99% sont les mêmes que la veille, c'est terrible. Et ça veut dire que finalement, on recrée du passé en permanence dans notre réalité. Donc, la réalité, c'est essentiellement de la mémoire dynamique. C'est de la mémoire qui revient et qu'on met à jour en permanence à travers ces 1%, on va dire. C'est des tendances, hein, évidemment, c'est pas une généralité. Et l'idée, c'est d'aller chercher, de rentrer en interaction avec cette mémoire dans le champ qui est dynamique. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on parle de médiumnité et d'intuition, on ne peut pas dire qu'on parle de certitude. Parce qu'on va se connecter, si on regarde ça au niveau quantique, on va se connecter à deux dimensions différentes, qui est celle des probabilités. Bien sûr. Et celle du potentiel. Le potentiel pour moi est beaucoup plus large. Bien sûr. Alors que celle des probabilités, c'est par rapport à là où tu en es aujourd'hui, il est plus proche. Hein. Tu as plus de chances d'avoir ces chemins là. Et c'est là, à ça que va se connecter le médium. Donc il n'y a pas de vérité là-dessous. Parce que ça veut dire que si le lendemain, tu te fais une séance, une consultation par exemple, hein, et puis que tu comprends quelque chose de majeur, forcément, tes probabilités évoluent. Bien sûr. Donc d'un jour sur l'autre, c'est jamais la même chose. Complètement. Hein. Ouais. Et c'est important de le dire, je pense, de le dire aux gens, de partager justement ces aspects-là. Parce qu'il y a quand même un large public qui aujourd'hui réfute l'idée qu'il y ait une forme de destin parce qu'il veut absolument conserver son libre arbitre. L'idée, c'est d'expliquer aux gens que l'un va avec l'autre. C'est et, hein, c'est pas où. Hein, voilà, c'est ça. Exactement. C'est toujours du et, ouais. C'est tout le temps du et. Et je pense que, je le dis souvent, on va vers la civilisation du et. Vraiment vers l'unité des deux faces de l'homme. Elles sont pas le yin n'est pas en conflit avec le yang, hein. Et on va vers une résolution, je pense, hein, si je peux me permettre de projeter un petit peu notre devenir. La civilisation va vers des êtres qui sont individualisés, mais vraiment, on n'est plus dans la codépendance. Parce que codépendance veut dire je suis à moitié, je cherche l'autre moitié, que ce soit en amour ou en affaires, etc. Et donc ça suppose stratégie, ça suppose linéarité. Si je fais ça, donc ça, etc., etc., etc.
je pense que si on s'ouvre un petit peu plus à l'intuition, on élargit le champ. On élargit le champ, on va trouver des solutions beaucoup plus proches de notre vraie nature. Est-ce qu'on va vers l'union finalement ? Déjà, l'union en soi, elle est fondamentale. Globalement, on vit tous un petit peu en conflit. Hein. On a la part de nous qui rêve et la part de nous qui veut. Hein, et elles font pas toujours bon mariage. Alors parfois, ça se réalise dans un couple. Monsieur pense, etc. Et madame organise. Voilà, au sein du couple, ça peut être ça. Ça fonctionne, hein, Dieu merci, heureusement, si on n'en serait pas là. Mais il y a quelque chose qui se révolte aussi en nous. On a besoin de la complémentarité, bien sûr, mais aussi on a besoin de cette autonomie. On aimerait bien que finalement arriver à le faire tout seul aussi. Ça ne veut pas dire qu'on va vivre ça, chacun dans sa bulle et isolé. Au contraire, non, c'est une nouvelle façon de nous relier entre nous. Puis ça rend moins rigide le schéma aussi. Ben oui, sinon on est dans le troc. Exactement. Le troc permanent. Ouais, complètement. Voilà. Et je pense qu'on va pas chercher l'homme quand on est une femme pour compléter quelque chose que l'on n'a pas, si on comprend qu'on a tout ça en soi. Complètement. Parce que c'est ça l'idée aussi. Tout à fait. 1 + 1 = 3, hein, finalement. Ouais. C'est pas 1 demi plus 1 demi égale 1. Hein. Alors moi, je suis un peu à la frontière entre les deux. J'entends ce que vous dites et en même temps, je me dis que c'est encore du « et ». C'est pas du « ou ». C'est-à-dire qu'en fait, pour se révéler à soi-même, on va avoir besoin, et la vie va faire en sorte que ça se fasse ainsi, d'aller chercher une personne qui va compléter quelque chose qui est d'ordre de la complétude qu'on ne voit pas en nous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, elle révèle. Bien sûr. Hein, c'est la personne qui a un regard sur la sécurité affective, par exemple, ou matérielle, dont elle a besoin depuis qu'elle est toute jeune. Et donc, elle a un regard, moi, que j'appelle un peu excessif, hein, qui peut être un regard de peur, par exemple. Hein. Un petit coup de projecteur, en fait. Ouais, exactement. Et donc, l'autre, qui va venir à nous, va éclairer justement ce regard excessif pour nous amener vers la mesure. Et c'est ça, en fait, moi, ce que j'appelle l'union et l'unité. Donc, on a quand même besoin à la fois de l'environnement, c'est cette interaction permanente où on crée notre environnement, et l'environnement nous crée aussi en permanence. Bien sûr. Je dis souvent aux mamans, mais si vous regardez votre gamin comme un imbécile ou un handicapé, il va forcément se comporter comme un imbécile et un handicapé. Bien sûr. On crée les gens en permanence et eux interagissent. Ils réagissent en fonction. Ils ont leur libre arbitre, hein, ils ont leur choix. Hein. Bien sûr. Puis on a donc une partie quand même, on va dire, notre conscient qui est dans le temps horloge, dans le temps déroulé, 11h, midi, 1h de l'après-midi, etc. Et la part, donc, on va dire, plus absolue, qui, elle, est dans le non-temps. Et c'est à nous de trouver l'endroit où les deux coexistent, en fait. Voilà. Le point où... Alors, au départ, c'est un peu de la vacuité. C'est un état de non-faire, non-agir, etc., dont parlent les grands méditants, les sages. Mais ce qui est incroyable, c'est de se rendre compte que, justement, dans ce point où les deux coexistent, là, il y a un potentiel énorme et qui pousse en avant, qui pousse à l'action, qui est une intention qui est d'une puissance colossale. On peut être dans l'action sans attente, finalement. Voilà, c'est ça, exactement ça. Mais c'est en fait, c'est ce que je partage avec les gens là. C'est exactement ça. Mais c'est pas forcément dans l'action. En fait, ma prise de conscience ces derniers mois, on va dire, est plutôt la suivante. C'est-à-dire que on recherche pas forcément un résultat en soi. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, moi, je prends un exemple classique, avoir de l'abondance dans sa vie, de l'argent, etc., machin. C'est pas forcément ça qu'on recherche. On recherche l'état associé à cette abondance. Un état émotionnel X, lambda. Hein. Et moi, ce que j'expérimente depuis des mois en méditation, que j'appelle l'éloge du rien, c'est d'aller chercher cet état, parce que j'en parle parce que c'est ce qui me permet, moi, depuis des années, de développer mon côté intuitif aussi, hein, cette dimension canal, qui me sert beaucoup en consultation, en thérapie. C'est d'aller chercher tu parlais de cette vacuité, ça me parle beaucoup. C'est-à-dire que quand je suis dans cet état, je me rends compte qu'en fait, je peux activer cet état intérieur à tout moment. Il y a cette première prise de conscience. Ça veut dire que ça ne dépend pas de l'extérieur. Ça dépend juste de ma capacité à activer à tout moment cet état. Et plus on progresse dans cette prise de conscience, plus on accède à une prise de conscience qui est la liberté totale, infinie qu'on a à créer notre vie, qui se joue uniquement à l'intérieur. Hein. Et après, en cheminant, dans cet état de liberté totale, on accède au champ des possibles. Tout devient possible. Parce qu'on peut activer cet état à tout moment. Hein. Et je vais aller jusqu'au bout. On prend conscience
au-delà de ça, que finalement toute la réalité est uniquement une question de conscience. Et je vais aller jusqu'au bout parce que j'ai partagé ça avec un maître indien il y a quelque temps, un swami, et ça me parle beaucoup. Et cette prise de conscience qu'on est Dieu, à notre façon. D'accord ? Je suis Dieu. On arrive à cet état de conscience. C'est un moment extraordinaire. Hein. On a déjà partagé avec Yves là-dessus. Et c'est un moment où, en fait, je dirais, le tuyau, il est ouvert à 3000%. Alors déjà, au niveau mystique, il se passe quelque chose. Mais même, on accède tous les jours. Tu parlais, je ne sais plus tout à l'heure, des moulins. Hein, et ben voilà. Et ben là, à partir du moment où tu as cette conscience et que tu pratiques tous les jours, hein, cette méditation, moi je pourrais appeler, je sais pas, de pure conscience, par exemple, eh bien, le canal s'ouvre de plus en plus fort. Et curieusement, il est très proche, pour pas dire similaire, à l'état amoureux, en fait. Quand on est amoureux, quand on vit dans la phase amoureuse d'une relation, tout est simple. On se sent bien dans sa peau, la vie est facile, il peut pleuvoir, neiger, grêler, hein, on est bien. On est dans l'action, on est présent à ce qu'on fait, ça a un sens, etc., etc. Et sauf que cet état amoureux, c'est pas un état extérieur, c'est notre vraie nature. Nous sommes faits de ça. Notre vraie nature est à ce point d'équilibre où tout est ouvert et tout est possible et on ressent des choses à fond et on fait. Et en général, on fait bien. Dès lors que la relation évolue, en général, les problèmes commencent. Bien souvent, on le voit. On quitte un peu l'état amoureux. Et voilà, qu'est-ce qui se passe ? Parce que bon, ma petite pratique, on va dire, des consultations que j'ai pu faire à une époque, c'était surtout ça qui revenait. Hein, c'est qu'on rejoue des schémas, c'est qu'ensuite... Il y a des filtres. Il y a des filtres, il y a des préalables qui se mettent en place. Il y a une identité qu'on veut avoir qui dit « Oh, stop, je veux bien aller vers là, mais d'abord, je veux cette preuve-là. » Voilà, donc il y a tout ce qui n'a pas été, on va dire, construit, conscientisé de nous, donc qui n'a pas été rassuré en soi, qui a besoin de cette construction, justement. Et c'est drôle ce que tu dis, parce que à l'image du rapport amoureux, on cherche le compromis. Les gens cherchent un compromis avec la vie, finalement. Alors que la vie nous pousse à devenir conscient. En fait, c'est ça. Et d'être amoureux d'elle, finalement, d'être en amour avec elle. Mais complètement, parce que ça n'est que ça. Moi, l'expérience mystique, on va dire, entre guillemets, j'aime pas trop le mot, mais enfin, voilà, que j'ai eu, c'est ça. C'est de me rendre compte que tout était fait de ça. Que j'ai été fait de ça, que ce lien existait partout, entre toutes choses, avec des sonorités extrêmement différentes, mais en essence, c'était toujours ça qui était à l'œuvre. Et en fait, c'est une grande symphonie, c'est comme un immense orchestre, où il y a des instruments différents, il y a des groupes d'instruments, et chacun est un instrument, on va dire, de cette symphonie, et on a une chose à faire, c'est de s'accorder, d'abord d'accorder notre instrument, de le maintenir en santé, et de savoir en jouer aussi. Parce qu'on peut mettre un Stradivarius dans les mains de quelqu'un qui n'est pas violoniste, voilà, ça sera une catastrophe. Tu m'étonnes. Voilà. Massacre. Voilà, donc j'aime bien cette idée de symphonie, de groupe d'âme, hein, parce qu'il y a comme dans un orchestre, il y a les corps. C'est pour ça que parfois on fait de si jolies symphonies dans ce studio. Je comprends mieux. Exactement. Mais c'est comme ça, hein, je veux dire, pour moi qui suis passionnément musicien, c'est ça, je vois la vie vraiment comme ça. Alors il y a des duos, des trios, des quatuors, des quintettes, des symphonies, des concertos, voilà. C'est ça qui est à l'œuvre. C'est toucher cette dimension de la vie en nous, parce que le chant, qui est dans cet état de rotation en permanence, en mouvement, c'est que de la vie en fait dynamique. Complètement. Hein, cette mémoire, c'est que de la vie en fait en mouvement. Et à partir du moment où on rentre dans cet état de cohérence, je l'évoquais à travers ces 4 dimensions tout à l'heure qui fonctionnent ensemble, hein, on le voit au niveau des relevés de phase ondulatoires, eh bien on devient essentiellement la vie. Hein. Alors évidemment c'est un concept, on pourrait dire Dieu, etc. Peu importe, c'est pas très important. Et donc forcément, l'information passe. Et dans l'état amoureux, pour moi, on était dans un état de présence totale. Complètement. Ouais. On oublie l'environnement. Ou en tout cas, on est relié à l'environnement différemment. Oui, dire, hein, mais on oublie, c'est-à-dire que quand tu regardes l'autre, tu regardes dans les yeux, tu es totalement accaparé par l'autre. Complètement. Et tu as cet état de j'oublie peut-être mes douleurs, on peut marcher dessus,
Voilà, exactement. Ça va même plus me toucher. Je suis dans un état de présence totale. Et pour moi, l'état intuitif, l'état médiumnique, c'est cet état de présence totale. Présence dynamique. À l'autre, à la vie. Bien sûr. Et à partir du moment où on est dans cet état de présence qui est situé entre deux notes, tu le dis très, très bien, entre deux notes de musique, dans cet espace de l'intervalle entre deux choses. On voit ça quand on crée notre réalité, qui est une somme d'images qui sont juxtaposées et qui créent notre réalité à tout moment. Le cerveau ne sait pas décomposer ça, mais il fait ça très bien, en millionième de seconde. On voit bien que c'est dans cet intervalle entre deux choix qu'existe la vie. Complètement. Et l'état intuitif, qui est cet état de conscience profond de la vie, et d'être en lien avec la vie, c'est cet état-là, en fait. Bien sûr. Puis voilà, alors, j'ai bien aimé aussi réfléchir en me disant pourquoi on n'est pas tout le temps dans cet état-là. Qu'est-ce qui fait qu'on vit Alors moi, j'allais vous poser cette dernière question pour conclure l'émission. Finalement, comment on maintient la flamme? Eh bien, en se débarrassant des peurs, le plus possible. Et il y a une peur, on va dire, qui est le dénominateur commun, c'est la peur de mourir, de disparaître. Peut-être inexistant, moi je dirais. Elle est partout, cette peur-là. Et puis, écoutez, moi j'ai résolu un petit peu ce conflit en me disant un jour que de toute façon la vie n'avait pas besoin de moi, que je sois là ou pas, ça changeait rien. Mais j'étais invité, on va dire, à la vivre, à la ressentir, à l'éprouver, à la tenter. À la tenter. Ça me parle beaucoup ce que tu dis. Voilà, donc cette invitation, c'est un peu ce que j'ai ramené de mon petit voyage là. Ça me parle beaucoup. Ouais. Céleste. Céleste, on va dire, oui, c'est ça qui était dans l'amour, un vrai voyage dans un amour, mais infini, qui me disait, écoute, tu peux, si tu veux, vas-y, laisse-toi faire. Mais si tu ne veux pas, meurs, vas-y, il n'y a pas de souci, tu peux disparaître de la réalité humaine. Donc une fois cette prise de conscience... mon importance personnelle, il n'y en a pas. Je veux dire que, en revanche... En plus, j'ai appris à me retirer de mon importance personnelle en disant mais que je sois là ou pas. On est de passage. Je suis de passage, ça ne change rien. Ça donne une immense liberté à ressentir exactement ce qui se passe et de façon beaucoup plus forte, beaucoup plus vibrante, quoi. Puis comme tu dis, on a quand même la chance d'être invité. Voilà. Et exactement. Autant en profiter. Complètement. Complètement. Ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que ces derniers mois, ce que j'ai vraiment tutoyé, c'est un peu ces questions que tu évoques du rien. La première question qui m'était venue, c'était finalement, est-ce que tu es prêt à tout lâcher, tout quitter pour honorer la vie? Alors après, chacun va y mettre ce qu'il veut derrière, d'accord, tous tes attachements. C'était la première question. Et puis après, la question qui suit, qui va résonner avec ce que tu viens de dire, c'est est-ce que tu es prêt à perdre la vie pour faire gagner la vie? Bien sûr. Et ça m'a beaucoup touché. Et moi, ce que j'ai senti, c'est une espèce de lame de fond qui sortait un petit peu de nulle part, en tout cas du ventre pour moi, et qui disait oui, oui à la vie, oui. Exactement. Et tous les besoins de survie et personnels, d'évolution personnelle me paraissaient tout à coup totalement dérisoire par rapport à la dimension de la vie. C'est ça, en changer de perspective, parce que dès lors que je veux quelque chose, je pars du principe que je ne l'ai pas. Donc je suis dans la séparation. Lorsque je me laisse ressentir dans ma présence ce que je ressens, il se passe des événements dans ma vie qui curieusement sont corrélés à ce ressenti-là. Voilà. C'est-à-dire que le processus reprend sa véritable perspective. Et là, il y a des choses incroyables qui arrivent. Voilà, c'est ça. Des rencontres, des idées, des opportunités inespérées. Et là, elles peuvent prendre place parce qu'elles sont dans cette cohérence-là. C'est ça, ouais. C'est en fait l'idée que à partir du moment où tu es prêt à tout lâcher, les choses deviennent possibles. Dans cet éloge du rien, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une image qui serait la suivante. On a un tuyau où passe l'information entre le champ et nous, par exemple, cette passerelle informationnelle et énergétique où justement l'information passe. Et à partir du moment où on veut quelque chose, on met la pression sur le tuyau et le débit est beaucoup moins dense, on va dire. Oui, parce qu'on pense que ça devrait se dérouler dans cet ordre-là. Exactement. Voilà. Or, on ne sait pas l'ordre dans lequel ça doit se passer. Et en fait, c'est à ça qu'il faut faire confiance. C'est garder ses intentions parce qu'on a besoin de buts, de projets, d'une direction dans nos vies. C'est très important. En revanche, laisser un peu plus de place à tout ce qui vient. Au chemin, à la route. Au chemin, en se disant, je suis guidé. Je suis guidé quand je ressens et que je me sens en cohérence, je ne peux pas me planter, en fait. C'est la notion de mission.
Moi, je suis en train d'avoir des prises de conscience là-dessus en ce moment. C'est est-ce que la vie a un but? Tu vois, c'est des questions que je me posais. J'avais l'impression finalement de reproduire ce que j'avais vécu en tant que consultant il y a pendant un certain temps, pendant presque 20 ans, où on avait des objectifs à atteindre. Et puis quand je suis rentré dans le milieu du développement personnel, on m'a beaucoup parlé de mission de vie, on m'a beaucoup parlé de raison d'être. Hein. Et au début, ça m'a porté. Or aujourd'hui, j'en suis à un stade où je me dis, mais ça a moins en moins de sens pour moi, parce que la vie, ce sont essentiellement des étapes qui s'enchaînent les unes les autres, sans but avoué en fait. Hein. Chacun va y mettre ce qu'il veut, parce qu'à partir du moment, c'est une petite anecdote, je peux vous la citer parce qu'on l'a partagé avec Yves il y a quelque temps, une amie qui est venue à nous et qui parlait de son entretien avec un maître indien, et puis elle lui dit maître, je viens d'apprendre par, alors je crois qu'elle a un autre maître qui la suivait, que ce maître m'a dit que j'étais presque réalisé. Et il lui dit oui, et alors? Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que c'est ce que je ressens depuis déjà un petit moment. C'est que finalement, la vie, c'est là que la vie commence. Hein. C'est-à-dire que la vie, ce serait un enchaînement d'étapes, hein, avec peut-être la dimension de survie dans un premier temps. On va faire plaisir à papa, maman. On va faire des choix en fonction de papa, maman. Puis après, vers 40 ans, c'est souvent la crise de la quarantaine. On va se dire, mais finalement, je suis peut-être pas la personne que je croyais. Et là, ça va répondre plutôt à une autre question qui est qu'est-ce qui m'a manqué le plus quand j'étais gamin? Et on va essayer de guérir l'enfant encore. Et puis il y a la troisième dimension, qui est la dimension de la vie. Hein. C'est-à-dire, est-ce que je suis prêt à lâcher tout ça, comme tu disais, à n'être plus rien, plus personne, pour être capable justement de me mettre au service de la vie? Et là, on voit en fait que finalement, c'est un processus sans fin. Complètement. Hein, moi, j'ai cru pendant des années que le développement personnel, c'était la panacée et que finalement... un jour, voilà, c'est un but, et un jour, je vais aller bien, voilà, je vais exactement. ça y est, j'irai bien, et tout va commencer. Et puis, et je me suis dit, à partir du moment où je trouvais ma mission, ma raison d'être, j'allais y passer 50 ans. Mais en fait, je me rends compte que c'est pas... Mais non, c'est quotidien, c'est permanent. Les étapes, elles s'enchaînent les unes les autres, ce sont des prises de conscience. Donc, il n'y a pas véritablement de but en soi. Parce qu'en fait, on n'est pas logique si on dit que la vie, c'est un chemin et pas un but. Et puis, bon, derrière, on parle de mission de vie, de raison d'être. Enfin, il y avait quelque chose qui n'était pas OK pour moi. Et là, je suis en train de le vivre depuis presque un an maintenant. Et je me dis, mais ça a de plus en plus de sens. C'est de se laisser porter, en fait, par le flux. D'être en danser avec le flux. C'est le moment présent, absolument. Ouais. Le flux de la vie. On va conclure là-dessus. Alors, on peut retrouver évidemment Stéphane sur son site www.arcantis.eu. Et mon cher Yves, sur quel site ou adresse mail peut-on te contacter, te retrouver si les auditeurs ont envie d'en savoir un peu plus sur toi? Voilà, tout simplement yves.rossi@yahoo.fr. Super. Voilà, je me ferai un plaisir de répondre aux questions. Alors, on vous souhaite une merveilleuse journée, pleine de lumière. Suivez le flow, finalement. Hein, si on vous suit aujourd'hui, c'est un peu le message. Merci à tous les deux pour cette transmission. À bientôt. Merci Stéphane. Merci Nathalie. Merci Yves.